Shalom Uvracha. Il y a une partie de son histoire que le monde Haredi essaye de jeter sous le tapis, à savoir son antisionisme originel. Aujourd'hui, de très nombreux Haredim sont ouvertement sionistes, adoptent la nationalité israélienne, s'enrôlent volontairement dans Tzahal et posent fièrement avec le drapeau israélien. Et pourtant, alors que le monde Haredi prétend être dans la continuité des enseignements de leurs illustres rabbins des 19e et 20e siècles, lorsqu'on parcourt les écrits et discours de ces rabbanim vénérés dans le monde Haredim, on se rend compte qu'ils étaient des opposants farouches au sionisme et à l'existence même d'un État juif. L'une des explications qu'on entend le plus de la part des Haredim modernes pour faire croire qu'il n'y aurait aucune contradiction consiste à affirmer que leurs rabbins d'antan ne s'opposait qu'à l'aspect laïque ou séculier du sionisme et de l'État d'Israël, mais qu'à présent qu'il y aurait davantage de religiosité en Israël et un gouvernement très à droite allié aux religieux, ces rabbanim ne se seraient pas opposés à l'Israël actuel. C'est ce mythe que nous allons exposer dans cette troisième vidéo sur le monde Haredi. Mais avant tout, je tenais à rendre hommage au Rav Ron Shaya Zichrono Livracha, et indépendamment de tout le mal qu'il a pu dire à mon sujet de manière personnelle ou sur les Dordaïm de manière générale, il restera une grande figure du judaïsme francophone que personnellement j'ai toujours apprécié. Que du monde de la vérité dans lequel il se trouve actuellement, Zruto Yagen Aleinu, puisse son mérite nous servir de protection et de bouclier. Et puissions-nous le retrouver très prochainement avec la venue du Mashiach qui opérera la Tihyas HaMesim, par laquelle nous retrouverons toutes les personnes précieuses qui nous ont quittés, dont le Rav Ron Shaya Nishmaso Be'even, puisse son âme reposer et se retrouver dans le Even. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ces SPV m'ont déjà commencé puisqu'ils étaient prévus pour 11 heures heure française. Et il est déjà 11 heures passées, donc en heure française. Que tout se passe bien et que la foule du monde francophone qui se trouve en Israël actuellement puisse lui rendre cet hommage et assister à sa levaya. Mais retournons à présent à nos moutons. L'opposition originelle du monde Haredi au sionisme est l'un des conflits idéologiques les plus profonds de l'histoire juive moderne. Contrairement à l'idée reçue qui est véhiculée partout, cette hostilité ne reposait pas uniquement sur le rejet du nationalisme séculier. Elle s'enracinait d'abord et avant tout dans des fondements théologiques et messianiques extrêmement rigides. Pour les grands rabbanim du 19e et du début du 20e siècle, le sionisme n'était pas seulement une erreur politique, c'était une hérésie religieuse. Leurs arguments s'appuyaient sur trois piliers théologiques principaux. Tout d'abord, les trois serments. C'est l'argument textuel le plus puissant du monde Haredi. Le Talmud interprète la triple répétition d'un même pasuk dans le Shir Hashirim, Ishbati Eschem benos Yerushalayim, Bisvaoth o be'ailof asave, im ta'iru we im ti'oreru efa ahava av shetehpas. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles du champ, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et ils ont interprété le fait que ce pasuk est répété à 3 reprises dans le Shir Hashirim comme se référant à 3 serments prêtés par Hachem Yifa'ale et le Ham Israël. Premièrement, le peuple juif ne doit pas monter en masse et par la force en Eretz Israël, ne pas forcer la muraille. Deuxièmement, le peuple juif ne doit pas se rebeller contre les nations qui l'accueillent en exil. Et troisièmement, en contrepartie, les nations de la terre ne doivent pas opprimer le peuple juif de manière excessive. Pour les Haredim, le sionisme violerait directement le premier serment. Vouloir créer un état de main d'homme avant l'heure fixée par Hachem Yifa'ale est perçu comme une rébellion contre le décret divin de la galouche, l'exil. Le deuxième pilier du harédisme originel à l'égard du sionisme était que le sionisme était une spoliation du rôle du Mashiach. Dans la théologie harédi, la fin de l'exil et le retour à Sion sont des événements purement miraculeux, orchestrés par Hachem Yifa'ale et accomplis par le Melech HaMashiach. Le sionisme politique
portés par des leaders laïcs comme Theodor Herzl, affirmaient que les Juifs devaient prendre leur destin en main sans attendre de miracle. Pour les rabbins Haredim, cette approche humaine et politique équivalait à remplacer Hachem Yisraël par la diplomatie et à hâter la fin des temps de manière artificielle et impie. Le troisième et dernier point d'opposition était l'imposture d'un judaïsme national. Pour le mouvement Haredi originel, l'identité juive est purement religieuse et définie par le respect des mitzvot de la Torah. Les leaders sionistes, souvent agnostiques ou athées, tentaient de redéfinir le judaïsme comme une nationalité moderne, similaire aux nationalités européennes, françaises, allemandes ou italiennes. Pour des maîtres comme le rabbi de Satmar, le Rav Yoel Teitelbaum Zer Sadik Livracha, cette sécularisation de l'identité juive était la pire forme d'assimilation, car elle se parait des vêtements de la Terre Sainte. Quand les Haredim d'aujourd'hui prétendent que l'opposition des rabbanim fondateurs du harédisme au sionisme n'était axée que sur l'aspect laïque du sionisme, c'est un mensonge. Et ce mensonge leur permet de faire croire qu'ils sont restés fidèles à la ligne originelle et qu'ils ne contredisent pas les rabbanim qu'ils vénèrent. Le mouvement Haredi se voulant le gardien des traditions sans compromission, ce serait honteux pour lui d'admettre que la nouvelle ligne du mouvement vis-à-vis du sionisme est en réalité bel et bien une innovation, un changement de ligne qui est une déviation de l'opposition radicale des rabbanim fondateurs. À ces arguments théologiques s'ajoutaient des craintes concrètes concernant la survie culturelle. Premièrement, les rabbanim haredim constataient que les jeunes juifs qui rejoignaient les mouvements pionniers sionistes abandonnaient immédiatement la pratique religieuse, coupaient leur barbe et adoptaient un mode de vie laïque. En outre, le sionisme célébrait la figure du pionnier fort, cultivant la terre et portant les armes, rejetant la figure haredi de l'étudiant de yeshiva, jugé faible et soumis à l'exil. Ce mépris culturel affiché par les premiers sionistes a cimenté la méfiance des haredim vis-à-vis de la société israélienne. Et vous retrouverez cet argument jusqu'à nos jours, dans la lutte des haredim modernes contre la conscription militaire, puisqu'ils arguent que s'enrôler dans Tsahal équivaudrait presque à se convertir à une autre religion, et que l'armée serait une machine à sécularisation, voire d'athéisation des religieux. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, une grande partie, qui reste certes minoritaire, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire qu'ils seraient majoritaires, en réalité ils sont une minorité, comment expliquer qu'une grande partie, quoique minoritaire du monde haredi, ait abandonné l'opposition frontale au sionisme et a fini par s'en accommoder? La rupture avec l'antisionisme radical ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est opérée en 3 étapes majeures dictées par le pragmatisme et les tragédies de l'histoire. La première étape a été le séisme de la Shoah. La destruction des 2/3 des Juifs d'Europe a anéanti les grands centres de la vie haredi en Pologne, en Lituanie et en Hongrie. Les survivants se sont retrouvés sans abri, les frontières des pays occidentaux étant largement fermées. La Palestine mandataire est devenue le seul refuge concret pour des dizaines de milliers de haredim. Face à cette urgence vitale, la confrontation idéologique abstraite est passée au second plan. La deuxième étape a été le compromis historique du statu quo. En juin 1947, un an avant la proclamation de l'État moderne d'Israël, David Ben Gurion, qui était alors le leader sioniste de l'époque, a compris qu'il avait besoin de l'unité de tout le Ham Israël devant l'ONU. Il a alors envoyé une lettre officielle aux dirigeants du parti politique haredi, la Agudat Israël. Cet accord, appelé le statu quo, garantissait premièrement le respect du Shabbat dans les espaces publics et les transports d'État, deuxièmement, la gestion exclusive du mariage et du divorce par le grand rabbinat orthodoxe, troisièmement, la garantie de la nourriture cachère dans toutes les institutions officielles comme l'armée, et quatrièmement, l'autonomie totale du système éducatif haredi. Ce compromis a permis aux haredim d'accepter la création de l'État d'Israël de fait, sans pour autant lui accorder une valeur religieuse ou messianique. Et la troisième et dernière étape
a été le pacte Chazon Ish Ben Gurion en 1952. Le point de non-retour de l'opposition frontale est franchi en 1952 lors d'une rencontre historique entre David Ben Gurion et le leader spirituel du monde Haredi en Israël, le Chazon Ish, le Rav Avraham Yeshaya Karlitz Zeras Sadik Livracha. Le Chazon Ish a négocié l'exemption du service militaire pour tous les étudiants de Yeshiva, le système qu'on appelle Torato Matoto. En échange, le monde Haredi a accepté de siéger au Parlement, la Knesset, de voter et de recevoir des budgets de l'État pour financer leurs écoles et leurs institutions. Aujourd'hui, le monde Haredi s'est scindé en deux courants distincts concernant la question du sionisme. D'un côté, vous avez le courant majoritaire non-sioniste, représenté par des partis politiques comme le judaïsme unifié de la Torah, Ashkenaz, ou le Shas, Séfarade. Ils rejettent l'idéologie sioniste, en ce qu'ils ne fêtent pas le jour de l'indépendance, mais ils participent pleinement à la vie de la cité, soutiennent les gouvernements et considèrent l'armée comme nécessaire à la sécurité physique des Juifs. Le courant minoritaire radical antisioniste est lui représenté par la faction de Jérusalem qu'on appelle la Eda Haredite, ou les dynasties chassidiques comme Satmar, ainsi que certains mouvements mitnagdim tels que les Neturei Karta. Ils maintiennent une opposition frontale absolue. Ils refusent les financements de l'État d'Israël, ne votent pas aux élections et considèrent toujours l'État comme une rébellion contre Dieu.